peut-être en 2 mots, donc ma fonction principale, je dirige, un machin qui s'appelle l'Institut de l'économie pour le climat. C'est un think tank, c'est-à-dire notre métier, c'est pas de faire de la recherche au sens académique, mais c'est plutôt de faire de la production, disons, intellectuelle originale, donc appelons ça de la recherche si on veut, qui vise à informer le débat public et à faire avancer le débat public sur les questions de climat. Notre boulot, donc je dis souvent, on est engagé sans être militant, c'est-à-dire notre objectif, c'est pas tellement de dire aux gens quoi faire, mais d'amener les uns et les autres, et notamment ce qu'on va appeler les décideurs entre guillemets, je mets des petits guillemets autour de ça parce que c'est très générique, à se poser la question du climat. C'est-à-dire, on essaye de les sensibiliser au fait que pour bien faire leur boulot, ils peuvent pas faire comme si le climat n'était pas un sujet, ça n'existait pas. Donc on s'intéresse en fait de façon paradoxale pas mal aux politiques climatiques, mais surtout aux autres politiques. C'est-à-dire finalement à l'ensemble des politiques qui ont un impact sur nos émissions de gaz à effet de serre, notre capacité à s'adapter, etc. Donc on aime bien regarder les machins comme le budget de l'État, le budget des collectivités territoriales, et on a notamment publié avec le soutien de Grand Lyon et d'autres partenaires un cadre d'évaluation climat du budget des collectivités territoriales. Tous les ans, les élus votent un budget. On s'est dit, ça serait pas mal qu'ils aient des éléments d'information sur la couleur, entre guillemets, de leur budget ou du budget qu'ils s'apprêtent à voter. On travaille sur des questions de réglementation financière aussi, parce que les financiers, comme tel des Monsieur Jourdain du climat, bah, tous les jours contribuent à augmenter les émissions de gaz à effet de serre ou à les diminuer ou à s'adapter ou pas. Et donc, on s'est dit, ce serait pas mal de voir comment la réglementation financière peut impacter tout ça. On travaille sur des questions d'alignement des institutions financières. Enfin bref, dès qu'il y a des questions de flux financiers au sens large, d'incitation économique, on aime bien regarder et faire en sorte que ça intègre le climat. S'il y avait un terme peut-être pour décliner l'action de l'Institut de l'économie pour le climat, un thème que j'aime bien et je n'ai pas trouvé l'équivalent en français, si vous pouvez m'aider, je prends, c'est les anglo-saxons utilisent un terme qui s'appelle mainstreaming. Donc le mainstreaming du climat en fait dans l'action, qu'elle soit publique ou privée, c'est quelque chose qui nous intéresse. En tout cas, que demain, le climat, ce ne soit pas l'affaire des quelques personnes qui s'intéressent au climat, mais finalement de tout le monde. Et pas pour protéger la planète, mais simplement pour bien faire leur travail, entre guillemets. Je mets des gros guillemets derrière tout ça. Tous nos travaux sont publics et voilà, peut-être pour Grand Lyon, le travail qui a le plus d'intérêt et d'actualité, c'est l'évaluation climat du budget des collectivités territoriales. Et puis, on ne va pas s'arrêter là-dessus. On travaille sur les questions à la fois mitigation, adaptation et je l'ai déjà dit, enfin, tous nos travaux sont publics, critiquables, hein, et critiquables au sens scientifique du terme, hein, ils peuvent être critiqués. Et puis, ça, c'est mon activité très largement principale. 2 activités annexes que je mentionne rapidement quand même. Je fais partie du Haut Conseil pour le climat, donc j'essaye d'épauler avec 12 autres, enfin avec 11 autres collègues, hein, Corinne, dans sa noble mission. Et puis, autre activité d'actualité, j'ai fait partie, et donc je suis toujours impliqué dans la Convention citoyenne pour le climat, pas en tant qu'un des 150, mais en tant que membre du groupe d'appui, c'est-à-dire les experts qui finalement doivent aider les citoyens à objectiver leurs choix sans les influencer. Voilà, donc ce qui est toujours un peu le fil du rasoir, pas leur dire quoi faire, mais leur apporter des éléments d'objectivation de leurs propositions. Et voilà, et au HCC, Corinne le signale, il y a 4 économistes, donc on est comme je disais, je suis pas tout seul, voilà, j'ai tout un tas de copains qui travaillent sur ces sujets. Voilà, quand il y a 4 économistes, il y a 5 avis différents, mais ça fait partie aussi de la beauté de cette science. Il y a des questions alors sur le modèle français. Alors sur le nucléaire, côté Forestier, on n'a pas d'avis, hein. Enfin ça, c'est un sujet, nucléaire versus renouvelable, on n'y va pas. Il y a déjà plein de monde sur le sujet. En revanche, ce que je peux dire peut-être je ne sais pas si le modèle français avec, le rôle d'EDF et cetera, permet le développement des ENR. En revanche, moi, ce que je peux dire, c'est que quand on regarde la stratégie nationale bas carbone, aujourd'hui, on ne fait pas suffisamment d'investissements au regard de ce qui est prévu, je parle vraiment pour les ENR, hein. On ne fait pas suffisamment d'investissements dans ce qui est, énergie renouvelable, et dans les énergies renouvelables, il y a bien évidemment l'électricité renouvelable, mais il y a également tout ce qui est gaz renouvelable et réseau de chaleur. Donc ça, voilà, il y a pas que la question de l'élec. Pour moi, il y a vraiment tous les vecteurs. Et en fait, sur tous ces segments, on a besoin de davantage d'investissements privés et peut-être davantage de financement public. Enfin, moi, il y a des chiffres que j'aime bien citer. Finalement, il y a une façon, enfin, il manque à peu près 4,3 milliards d'euros d'investissements supplémentaires par an dans les ENR électriques. Ça, c'est pas Benoît Leguet qui le dit. En gros, c'est si on veut faire la stratégie nationale bas carbone, hein. Encore une fois, il y a toujours un prisme un peu déformé. Sur le gaz renouvelable, pareil, il manque à peu près, alors il manque pas grand-chose, hein.
Il manque à peu près une centaine de millions d'euros d'investissements supplémentaires par an. Mais voilà, aujourd'hui, il y a quand même pas grand-chose, donc il manque pas grand-chose, mais il y a rien. Et les réseaux de chaleur, il faudra à peu près 300 millions d'euros d'investissements supplémentaires par an. Et là, c'est très souvent du financement public qu'il faudra apporter, beaucoup plus que du financement privé. Voilà, et puis c'est pas qu'une question d'argent, par ailleurs, il y a toute une question de mesures qu'il faut mettre en place. Là, on pourrait en parler pendant des heures, donc je vais pas m'étendre dessus. C'est tout un tas de mesures, il suffit pas d'apporter, du pognon, désolé de parler de façon un peu triviale, mais il y a également tout un tas de mesures qui permettent finalement de rendre crédibles et utiles les investissements dans la transition énergétique. Typiquement, s'il n'y a pas de clients pour les réseaux de chaleur, ça ne sert pas à grand-chose d'apporter de l'argent pour en construire. Et puis peut-être pour donner un élément vraiment lapidaire sur 2 autres questions, la coopération interterritoriale, quelle est la bonne échelle territoriale au niveau de l'énergie? Je vais vous faire une réponse d'ingénieur, ça dépend. Ça dépend finalement de l'objet que vous regardez et des compétences. Hem, pour donner un exemple un peu concret, on a regardé l'évaluation climat du budget au niveau d'une collectivité du type bloc communal, donc Grand Lyon par exemple, mais en fait, on se pose la question de reproduire l'exercice au niveau d'une région, au niveau d'un département, parce qu'il y a également des impacts, disons, au niveau de ces régions. Elles ne regardent pas évidemment des régions où les départements ne regardent pas les mêmes choses qu'une entité du bloc communal, mais finalement, le même outil a une valeur pour la transition énergétique. Et je ne dis pas qu'il faut faire la région plutôt que les départements ou plutôt que le bloc communal. Ça dépend vraiment de ce qu'on veut faire changer dans l'écosystème. Idem au niveau d'une région, c'est pas forcément que le budget qu'il faut regarder, il faut également regarder les joyeusetés du type contrat de plan État-région qui sont en train d'être négociés, ça tombe bien. Et puis un dernier élément vraiment lapidaire sur les quotas énergie ou climat individuel, j'y crois pas, pour tout un tas de raisons. Une raison bêtement économique, on ne réagit pas qu'à des instruments pris d'une certaine façon. Et puis d'autre part, ça renvoie pas mal la question du climat à une notion de responsabilité individuelle. Donc on a tous une responsabilité individuelle, il ne faut pas le nier, mais il y a aussi une responsabilité collective. C'est-à-dire que finalement, nos choix sont aussi contraints par des choix collectifs. Si je veux faire du vélo mais qu'il n'y a pas de piste cyclable, même avec toute la bonne volonté du monde, je vais avoir du mal à les faire. Voilà le genre aussi disons, d'interrogation qu'on peut avoir. Les instruments économiques, je suis le premier à dire, c'est important, c'est super, etc. Mais il y a aussi pas mal d'actions collectives et on ne peut pas simplement se reposer sur des outils de type quota, quota négociable ou pas, même là n'est pas la question, mais quota individuel qui, à mon avis, renvoie trop vers la responsabilité individuelle. Voilà, de façon très, très, très lapidaire. On s'est posé typiquement un des sujets sur lesquels on essaye d'éclairer le débat public, c'est quels sont les investissements nécessaires à la transition vers une économie bas carbone. Donc c'est un prisme très particulier, on regarde uniquement les investissements et on sait qu'il va falloir ça et d'autres choses. C'est une condition nécessaire mais qui est loin d'être suffisante. Mais c'est un prisme très particulier, mais au moins on regarde ça parce qu'on se dit que les investissements d'aujourd'hui, c'est les émissions de demain. Et donc si on veut être neutre en carbone en 2050, c'est pas en 2049 qu'il faut commencer à se poser la question des investissements, c'est dès maintenant, notamment pour les investissements qui ont des durées de vie supérieures à 30 ans, au hasard. Et il y en a beaucoup, dans l'urbanisme, la mobilité, etc. Donc, nous, notre prisme, on est un peu légaliste, on ne sait pas quelle va être la trajectoire de la France vers la neutralité carbone en 2050, et donc on prend ce qui existe déjà. Il y a déjà un machin qui existe qui s'appelle la stratégie nationale bas carbone. Elle est critiquable, critiquée d'ailleurs, et on est les premiers à dire c'est peut-être pas le truc parfait, mais ça a un grand mérite, ça existe. Et comme ça existe, on peut décliner cette stratégie nationale bas carbone en besoin d'investissement, secteur par secteur, comparer avec ce qui est fait aujourd'hui et évaluer une sorte de gap d'investissement. Et après, la question à 100 roubles, c'est si on veut faire la stratégie nationale bas carbone et les investissements sous-jacents, comment s'organise-t-on en termes économiques et financiers pour le faire? Il y a plein de présupposés derrière ça. Ça suppose que la SNBC est une trajectoire crédible, etc. Mais quelque part, on va pas réinventer la roue et surtout bâtir des châteaux sur du sable en gros. Il faut quand même avoir quelques fondations critiquables et critiquées, mais au moins un point de départ qui soit communément admis par les parties prenantes. La SNBC nous semblait pas mal calibrée pour ça. Après, on peut critiquer la SNBC, voilà, et on peut dire sur tel secteur elle n'est pas bonne, etc., etc. Très bien. Mais justement, notre objectif, c'est justement de lancer le débat là-dessus. Et si les gens n'aiment pas nos chiffres ou n'aiment pas la SNBC, ils peuvent le dire, trouver des chiffres alternatifs, les mettre dans le débat, etc. Voilà. Je me tais. Merci Benoît, merci beaucoup.